Aujourd'hui, on se plonge dans la pensée de Stéphane Edouard. On va commencer par le monde des rencontres, un sujet qui est un peu sa marque de fabrique, mais on va voir que ça nous emmène vers une conclusion beaucoup plus large et assez inattendue sur la compétence qui compte vraiment pour s'en sortir aujourd'hui. C'est un parcours en plusieurs étapes et la destination, vous allez voir, est assez surprenante. Voilà la question qui va nous guider. L'idée centrale, ce n'est pas juste que les règles ont été modifiées. Non, c'est que le jeu lui-même, dans son intégralité, a été complètement remplacé. Et la vision du monde qui découle de ça, elle est, disons, assez déstabilisante. Première section, la révolution des rencontres. Pour bien comprendre où on en est, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Comment est-ce que le marché des relations a pu être bouleversé à ce point? Cette chronologie, elle est vraiment très parlante. Au XIXe siècle, le marché était complètement verrouillé, contrôlé par des entremetteuses. Flexibilité, zéro. Au milieu du XXe siècle, les choses commencent à s'assouplir un peu, mais bon, les choix restaient cantonnés au village ou au quartier. Et puis, l'ère numérique est arrivée et a tout fait exploser. On est passé d'un système hyper contrôlé à une libéralisation quasi totale, où les barrières géographiques et sociales tombent les unes après les autres. Et ce qui est fascinant, c'est le paradoxe qui en ressort. L'ancien système, c'est vrai, était super rigide, mais il offrait une certaine sécurité. Quasiment tout le monde finissait casé. Aujourd'hui, on a cette liberté qui peut paraître grisante, cette illusion d'un choix infini, sauf que le revers de la médaille, c'est une compétition absolument féroce, et surtout profondément asymétrique. Deuxième section, les nouvelles règles de l'attraction. Forcément, cette libéralisation a des conséquences. Et si le jeu a changé, eh bien, quelles sont les nouvelles règles ? Deux concepts clés ressortent pour décrire cette nouvelle dynamique. Le premier concept, c'est celui d'hypergamie. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, l'idée, c'est que dans ce marché totalement ouvert, l'attention féminine va se concentrer massivement sur le sommet de la pyramide, c'est-à-dire les hommes qui sont perçus comme ayant le plus haut statut social et économique. C'est important de noter que ce n'est pas présenté comme un jugement moral, mais vraiment comme une description mécanique de la dynamique du marché selon la source de cette analyse. Ce graphique illustre parfaitement cette asymétrie. D'après Stéphane Edouard, il ne s'agit pas d'un scénario extrême où seuls 3% des hommes auraient du succès. Non, c'est plus nuancé. Il parle plutôt d'une concentration où le top 15 à 25% des hommes captent l'essentiel de l'attention. Et donc, pour les 75 à 85% restants, la compétition devient mathématiquement beaucoup plus ardue. Bon, cette citation, elle est volontairement provocatrice, c'est clair. Il faut la comprendre non pas comme une critique des femmes en soi, mais plutôt comme une critique des signaux de valeur dans ce nouveau marché. L'idée avancée, c'est que face à un choix qui semble infini, les critères de sélection peuvent devenir assez superficiels. L'exemple typique, c'est la course au stéréotype du pilote d'avion sur un site de rencontre, une image qui peut cacher une réalité bien plus complexe. Troisième section, dans l'esprit de l'analyste. Ok, le diagnostic est posé, mais sur quoi il se base au juste? Entrons un peu dans la salle des machines pour comprendre la méthode derrière ces conclusions. La méthode, elle se déroule en 3 temps. D'abord, un cadre d'analyse sociologique. On prend des outils normalement utilisés pour les grands conflits sociaux et on les applique aux relations intimes. Ensuite, le volume. On analyse entre 50 et 100 cas concrets par mois pour sortir de la simple anecdote. Et enfin, à partir de cette masse de données, on identifie des schémas récurrents pour essayer de prédire comment une situation a des chances d'évoluer. Mais l'expertise n'empêche pas d'avoir des angles morts. L'analyste l'admet lui-même, il y a une erreur qu'elle a souvent faite, confondre mauvais caractère et fort caractère. C'est ce biais qui fait qu'on peut interpréter des signaux d'alarme évidents, des red flags comme on dit, comme des signes d'intelligence ou de force, tout simplement parce qu'on a envie d'y croire. Quatrième section, le dilemme du samouraï. Cette connaissance des failles psychologiques, y compris les siennes, mène à une question bien plus profonde, presque philosophique. Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir ? Est-ce qu'on l'utilise pour exploiter les autres ou est-ce qu'on choisit une voie plus intègre? C'est ce qu'il appelle le dilemme du samouraï. Ce choix est vraiment fondamental. D'un côté, il y a la voie de l'exploitation qui peut être très lucrative, créer des produits qui jouent sur les insécurités des gens par exemple, et de l'autre, ce qu'il nomme la voie du samouraï ou le bushido. C'est le choix de l'intégrité, le refus de la manipulation, même si c'est beaucoup moins rentable. Un choix qui génère, selon ses propres mots, une forme de frustration consciente. Et cette anecdote sur les Ferrari, elle illustre parfaitement le coût psychologique de ce choix éthique. Dans un monde d'excès, le succès est toujours relatif. La comparaison, c'est un poison permanent. Même quand on a sa Ferrari, il y a toujours un camion qui arrive avec 3 autres. C'est une super métaphore de cette insatisfaction qui guette en permanence celui qui essaye de jouer avec d'autres règles que la masse. Cinquième et dernière section,
la seule compétence qui compte. C'est ici que tout converge. Après l'analyse du marché des rencontres, après les dilemmes moraux, tout ça se résume finalement à une seule et unique compétence fondamentale. Une qualité qui, selon cette philosophie, écrase toutes les autres. On se retrouve face à deux archétypes, deux mentalités. D'un côté, ce qu'il appelle le fonctionnaire mental, c'est celui qui a besoin d'un cadre, d'une procédure, d'une permission pour agir. Et de l'autre, le débrouillard, celui qui apprend en faisant, qui s'adapte et qui trouve des solutions sans avoir de mode d'emploi. L'un est extrêmement fragile face à l'imprévu, l'autre est, pour le dire autrement, antifragile. Et cette compétence ultime, la voilà, c'est la débrouillardise. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'intelligence académique ou de diplôme. Non, c'est la capacité très concrète à finir le truc, à obtenir un résultat quand on est face à un problème nouveau sans avoir le manuel. C'est la qualité que les gens qui réussissent vraiment, selon cette analyse, ne théorisent jamais, mais qu'ils incarnent en permanence. Et cette analyse se termine sur une anecdote personnelle qui, je trouve, résume absolument tout. C'est la tante de l'analyste qui justifie le choix de son mari. Pas pour son statut, pas pour son argent, pas pour son éloquence, mais pour sa capacité à survivre, pour sa débrouillardise. Finalement, au-delà de tous les jeux de séduction, de la compétition sociale et du succès matériel, tout se résume peut-être à cette simple question. Avec qui on choisit d'être coincé sur une île déserte ?